C'est en écoutant une entrevue à la radio de la militante Françoise David à l'âge de 13 ans que naît l'intérêt envers le féminisme de notre invitée de la semaine. Depuis, cette post-doctorante, autrice, réalisatrice et politologue reconnue pour ses travaux sur le féminisme et la radicalisation, s'est attaquée à la haine en ligne, au masculinisme, aux groupes anti-avortement et a produit des documentaires d'impact. C'est un plaisir de recevoir Léa Clermont-Dion, malgré probablement un agenda de première ministre. Salut Léa. Ben bonjour Hugo. Bienvenue chez Urbania. Ça vient de toi? Oui. Vraiment? Ben OK, c'est ChatGPT. C'est ça que j'allais dire. Non, mais t'en doutes, c'est bien. On dirait. Je trouve que non, mais c'est très bien. Surtout le passage sur Françoise David. Oui. C'est précis et exact. Tu sais que j'étais un... Journaliste? Ben, tu sais que j'ai écrit des livres, puis tout. J'étais un maître des mots. T'es un maître des mots. Des mots. T'es quand même en terrain connu chez Urbania. Mm-hmm. T'as souvent collaboré. T'es même, tu le sais, regarde, je ramène une archive. T'es notre tout dernier front de magazine papier à vie. Wow! J'avais un petit bébé. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ça? Ça me fait du bien. Oui. Parce que c'est mon petit bébé Elio qui était dans ma vie à ce moment-là. Ben, il est toujours dans ma vie, il n'est pas mort, tout le monde. Il n'y aura pas d'histoire de bébé mort dans ce... Non, okay. Mais c'est une belle photo, honnêtement. Félix Renaud a pris la photo, puis il est décédé subitement. Ça me traumatise encore aujourd'hui à 37 ans. Exact. Et en fait, je pense que c'était un coup de tête de Philippe Lamarre de faire un selfie, parce qu'il y a du monde qui nous écoute et qui ne voit pas le cover. Qui ne voit pas la ref, mais on a le dernier cover magazine de Urbania. Et je prends un selfie en allaitant, qui est un peu irrévérencieux. Parce que les mères, les bonnes mères ne font pas de selfie en allaitant. Non, c'est bien connu, mais je trouve que cette photo-là est magnifique. Puis c'est c'est la fin d'une époque pour Urbania, parce qu'on n'en a pas fait depuis. Puis on s'entend qu'on a connu Urbania, toi et moi, à l'époque où il y avait des parties avec des magazines papier. Puis on faisait les grands lancements du magazine papier. Exact. Et la une, souvent, faisait le buzz. Tu sais, les radios reprenaient. Ah, Urbania, regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis on a fait des unes quand même assez épiques dans le temps. Puis même Michel Richard, ça, en costume Richard, de bain. écoute, Richard Martineau, on avait mangé de la merde. Je dis je n'étais pas là, mais il était fléché un peu. C'est vrai, tu étais à la presse à l'époque, hein? J'étais sérieux dans ce temps-là. Je faisais du vrai journalisme. Tu étais un journaliste d'enquête. T'aimes-tu ce qu'on fait ici depuis? Oui. Tu dis pas ça juste pour être fait, c'est pas grave. Non, je dis la vérité. Je pense que Urbania occupe une place importante dans le paysage médiatique. Vous avez réussi aussi à vous imposer sur les réseaux sociaux alors que tout est bloqué. D'ailleurs, je sais pas trop comment vous faites. Est-ce que vous êtes présent? Oui, c'est ça. Vous êtes, parce que moi, je vois vos vidéos beaucoup. Oui, c'est pas facile. Aller chercher des jeunes à coup d'infolettes, c'est pas une communauté ou une crowd que tu rejoins avec des infolettes tant que ça, mais on s'est tous brandés. On est tous des petites PME ambulantes là, de plus en plus. Les journalistes d'Urbania? Oui, mettons que tu suis Jean, tu t'abonnes à son compte, ben, tu vas voir son genre de contenu, tu vas savoir c'est quoi. Fait qu'on essaie de faire exactement le contraire qu'on nous demandait de faire dans les médias traditionnels, c'est-à-dire s'effacer derrière une marque. Maintenant, il faut qu'on se brande. Mais ça, c'est pas un peu gossant de devoir se brander comme journaliste? Bien, je te pose des questions de journaliste parce que tu suis les médias. On se connaît un peu, là, je sais que tu suis tout ça. Non, mais c'est parce qu'il y a un débat chez les journalistes quand même à savoir est-ce que je me mets de l'avant ou je m'efface. Ben, je veux t'entendre sur les initiatives comme Elle explique, Farnell, Primo, mettons, son match de hockey contre Lewis Le Fou, tout ça. Toi, tu penses quoi de cette mouvance-là? Là? Moi, je suis confortable avec ça parce que, je veux dire, j'enseigne à l'université, mes étudiants, ils se renseignent nécessairement sur les réseaux sociaux, là. Mm-hmm. Et donc, il faut être présent. Et pour être présent, il faut leur parler. C'est le moyen de communication qui est le plus populaire. Donc, pour moi, c'est un peu être décalé du réel que de penser qu'il faut se cacher derrière un ordinateur. Après, je pense que l'humilité a quand même bon goût en journalisme pour... je sais pas, mettre le contenu de l'avant pour aller plus loin sur le plan des idées, etc. Par contre, j'aime pas le snobisme qu'il peut y avoir à l'égard... Bien, le snobisme, je sais pas, là, mais je me rappelle, le Julien avait fait une déclaration malheureuse sur Elle explique. Je trouvais que c'était tellement condescendant. Il y a une condescendance, effectivement. Mais par contre, moi, mon questionnement éthique que j'ai, puis j'ai pas de réponse, c'est qu'est-ce qu'on fait comme journaliste en ligne, là, en guillemets, et qu'on est... finalement financée là, par des entreprises. Des compagnies. Mais en même temps, elle explique, se dit pas journaliste, elle se dit productrice de contenu. Oui, écoute, on est à la même place, ça nous fait un point commun, mais moi aussi, je trouve que
ça n'a pas rapport de chier sur Elle explique parce qu'elle va rejoindre les gens que nous, on fantasme d'aller chercher, c'est-à-dire les jeunes. Oui. Fait que on a peut-être des leçons à tirer de ça, sans tout acheter non plus. Non, puis un contenu sur 4 sur TikTok est fallacieux, je pense, ou toxique. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de marde sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, il faut amener aussi de l'information de qualité. Moi, ce que fait, mettons, Jasmin Lavoie, je trouve ça pertinent. Après, on s'attache à des personnages comme toi. OK. C'est le moment flagornerie. C'est ça. Mais moi, je suis pas capable de parler. Tu sais, mettons, de prendre mon téléphone. Non, là. c'est un cœur. Ah, c'est un cœur, OK. C'est comme le cœur de Manon Massé. Que j'ai raté un peu. Tu sais, moi, j'ai de la misère à prendre mon téléphone puis à « Hey, salut tout le monde, comment ça va? » Tu sais, c'est vraiment pas dans ma personnalité. Non. Je me sens comme une vieille grand-mère. C'est pas ton brand, de décalée, toute façon. mais je suis pas capable. Je suis nulle. Tu sais, je suis cringe. C'est sûr, ça marche pas. Ouais. Tu manques pas de tribune non plus. Non. Je parlais en intro de ton éveil militant en écoutant une entrevue de Françoise David à la radio quand tu étais une adolescente. Remets-nous dans le contexte un peu. C'est quoi, quelle chaîne? Tu écoutais Radio-Canada à 13 ans? Ici Première. Ici Première. Oui. Ben, j'étais à la polyvalente de Saint-Jérôme. Oui. Et j'étais inscrite au programme d'éducation internationale, puis on avait des cours d'espagnol. Puis j'ai décidé de faire dans mon cours d'espagnol, chose un peu bizarre, un travail sur l'histoire des femmes du Québec. En espagnol? En espagnol. OK. Et en fait, c'est comme si en lisant sur le passé des femmes au Québec, celles qui devaient enfanter, celles qui devaient servir le mari, j'ai comme eu un éveil là, de conscience, là, comme une espèce de moment de transcendance où je me suis dit, comment ça se fait qu'elles ont vécu ça? Puis que moi, je suis chanceuse, je ne suis pas née à cette époque-là. Non. J'aurais pas voulu devenir sœur. J'aurais pas voulu vivre durant cette période-là. Puis en fait, j'ai entendu Françoise David à la radio. Elle donnait une entrevue à Indicatif Présent, donc à Marie-France Bazot. J'étais comme, wow, faut que je parle à cette femme. Et j'ai juste trouvé son courriel et je lui ai écrit. Mais je faisais ça, moi, j'avais aucune gêne. Ouais. Mais aujourd'hui, je trouverais ça un peu... Tu sais, comme, je regarde ça avec du recul, je suis comme, ouais. Ben, je suis sûr qu'elle était contente. Moi, je capoterais que 13 ans m'écrit oui, ben moi bravo. aussi, Là, ben moi aussi, j'aurais été... Moi aussi, je serais Oui. contente. Puis en fait, elle a accepté de prendre un café avec moi, 1 heure de temps de sa vie. Puis c'est un café qui a changé ma vie. À ce point. Puis c'était où? Dans un Tim Hortons? C'était à Outremont. OK. Je pense que je sais pas si elle habitait là, dans un petit café, genre, je me rappelle plus c'était quoi, là, mais tu sais, un petit café à Outremont. Je me rappelle, j'avais acheté des croissants avec ma mère avant, aux 5 saisons, je pense. Puis j'étais comme, où suis-je? Tu sais, moi, j'ai étudié à Saint-Jérôme, là, j'habitais à Gore. Oui. T'es né à Rawdon, t'as grandi à Gore. Ouais, ça s'invente pas. ouais. Hey, écoute, ça à Gore. s'invente pas. Je peux pas croire qu'il n'y a pas eu un film d'horreur qui se passe à Gore encore. Ben, t'sais. écoute, ça serait bon. Ben, me semble. Ça serait bon parce qu'il y a Ouais. matière. Tu sais, moi, c'est un environnement très beau de villégiature, mais comme tout endroit, ben, Ben dans oui. le temps, c'était différent aussi un Plein de petit monde peu. bizarre à la chute, pas loin. là. Ben, là, je vais pas aller là, Hugo. Ben non, tu vas pas mais- m'amener là-dedans. Ben, il y a du monde bizarre partout. Là. Oui, il y a Ça du pas- monde bizarre. ouais, Mais tu sais, on peut se dire que c'est un environnement romanesque. Oui, on peut dire ça. Est-ce que c'est ça. tu as grandi, pour avoir cette espèce d'éveil féministe-là, est-ce que tu as grandi dans une famille très stéréotypée, papa qui travaille sur le terrain, maman qui s'occupe des menus travaux, des tâches ménagères? tout Ben, ça, mon ou- père est électricien, oui. OK. Mon père est électricien, puis en fait, il a travaillé sur différents chantiers, comme la baie James. Il a travaillé à Sept-Îles, OK. il a travaillé à Fort McMurray. Puis Ouais. ma mère elle était femme à la maison. Ouais. Mais par choix, là, tu sais, je veux dire, c'est un choix de vie, en fait. C'est pas un choix de vie de vouloir servir son mari ou quoi que ce soit. Ma mère, c'est plus quelqu'un, je pense, qui est un peu hors système, je dirais, qui OK. n'est pas très conformiste, puis qui, c'est ça, qui n'aimait pas le marché du travail. Ouais. C'est particulier de dire ça comme ça, mais c'est quand même le cas. Elle a travaillé dans les magazines un certain temps. Et à un moment donné, ben, mes parents sont partis de Montréal, puis sont allés dans la nature. Et c'est ça. Donc, mon père, tu sais, je l'ai vu aller sur des chantiers, il partait des semaines, puis il revenait. Ouais. C'était le modèle, Ouais. c'est le modèle familial-là. Puis voilà. C'est sûr que ça m'a influencé, là. Moi, j'étais enfant, puis je disais à ma mère de travailler. OK. J'étais comme l'indépendance financière est important. Effectivement. Ça, c'était comme intrinsèque pour moi. Là. Ça a toujours fait partie de ma perspective des choses. Là. Je pense que j'avais 4-5 ans, puis je comprenais ça.
Oui. Léa, tu es ma première invitée à qui on donne un devoir. OK. Ça fait quand même 50, Rafi, on est rendu à combien? 50, 60? En tout cas, ça fait beaucoup. On t'a demandé d'écouter Code of Misconduct, un documentaire produit par Urbania au sujet de l'affaire d'Hockey Canada, dans laquelle 5 joueurs de l'équipe de 2018 ont été accusés d'agression sexuelle pour des gestes commis contre une jeune femme dans une chambre d'hôtel après un gala à London, en Ontario. Ouais. Les joueurs ont été acquittés en juillet dernier. La juge estimant que le témoignage de la plaignante manquait de crédibilité. C'est un documentaire qui nous transporte au cœur du procès puis qui explore la culture toxique. C'est à voir, qui règne dans le milieu junior. Est-ce que tu as fait ton devoir? Je l'ai écouté en partie. Je n'ai pas terminé, honnêtement, parce que je déménage cette semaine, mais je vais l'écouter jusqu'au bout. Pour le moment, je trouve que c'est vraiment très, très bien fait parce que ça nous amène dans les coulisses de l'événement, mais dans la genèse aussi. Ça nous explique aussi également le contexte, je veux dire, du hockey, là, comme... Je sais pas, moi, je trouve que c'est une pièce d'anthologie intéressante là, sur la question, puis il fallait le faire. Effectivement. Et ça commencerait, tu sais, on voit les textos de l'invitation à un threesome avec la plaignante, évidemment, qui est pas dans cette espèce de chaîne de courriel-là. Elle est juste dans la chambre, puis il y a un des joueurs qui invite ses chums à venir leur joindre dans la chambre. Et à partir de là, c'est comme c'est un documentaire qui descend assez creux dans toute cette histoire-là, qui gratte plus loin que ce que les médias nous avaient apporté jusque-là. Ça, la couverture médiatique d'un procès, il faut toujours en prendre puis en laisser. Comme tu le sais, il y a des billets quand même, des fois. Écoute, on voit dans le documentaire le travail de Caroline Laroche, qui a été violée par un joueur à l'âge de 23 ans, qui décide de démarrer un programme d'éducation pour protéger d'autres victimes comme elle. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette personne-là. Je n'avais pas entendu parler de cette personne-là avant. Tout ce long détour pour dire que toi-même, Léa, été approchée il y a quelques années par la Ligue junior majeure du Québec pour donner des formations aux équipes dans l'espoir de chasser la masculinité toxique des vestiaires. C'était comment, cette expérience-là? Bien, en fait, c'est vraiment intéressant parce que moi, le hockey... Est-ce que j'aime ça, le hockey? J'adore le hockey, en fait. Je trouve ça un sport extraordinaire. Que je suivais pas avant. À un moment donné, j'ai commencé à côtoyer Stéphane Laporte, puis lui, c'est un grand fan de hockey, donc une dizaine d'années. Et j'ai beaucoup de respect, en fait, pour les joueurs de hockey. Mais quand je voyais ces scandales-là arriver, ou des comportements qui me semblaient complètement barbares, je me suis posé des questions, tu sais, pourquoi on en est là, puis qu'est-ce qui nous amène... Qu'est-ce qui les amène, ces jeunes-là, à agir ainsi, en toute impunité? Et donc, tu sais, c'est sûr que moi, le travail sur le consentement puis l'éducation à la sexualité, tu sais, je le fais depuis un certain temps, notamment depuis que j'ai vécu un procès pour agression sexuelle. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je pense qu'on peut prévenir certains gestes. On peut parler d'une croisade, dans ton cas, ou du moins d'un... Bien, d'un engagement à long terme. C'est ça. C'était pas je pense que c'est important de le faire. Puis, tu sais, moi, c'est ma façon de me sentir utile. Je fais autre chose, mais ça fait partie des choses que j'aime faire, travailler à l'éducation, à la prévention des violences. Alors, quand la Ligue m'a appelée, en fait, j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit, est-ce que je vais être instrumentalisée? Parce qu'il y avait différents scandales qui arrivaient à ce moment-là. Des scandales d'initiation qui dérapent, des scandales sexuels aussi. Il y avait, je pense, Hockey Canada avait commencé aussi, mais il n'y avait pas encore eu les accusations concernant les Tigres de Victoriaville. Parce qu'il y a eu un procès pour viol collectif, encore une fois, des Tigres de Victoriaville. Et d'ailleurs, ils ont été trouvés coupables, les joueurs, OK? Donc, ça, je ne le savais pas. Alors, je me suis lancée dans ce processus-là naïvement, mais dans l'idée de vouloir tendre la main. Puis là, en fait, un premier élément qui était un peu particulier, je pense qu'on était encore en pandémie, je ne sais plus, mais c'était en ligne. Donc ça a été un élément que j'ai moins aimé, là, de faire ça en ligne, mais en même temps, les joueurs étaient à travers le Canada, plus évidemment à l'Est, là, parce que c'est la Ligue de l'Est. Donc, j'ai trouvé ça fascinant. Je me suis dit, j'ai été intimidée à l'idée de parler à des jeunes joueurs de hockey de ce sujet-là. Je me suis dit, comment qu'on s'y prend? Puis en fait, c'est drôle parce que ça a été la genèse d'un questionnement pour moi qui m'habite encore aujourd'hui puis qui est en fait au cœur de ce que je fais maintenant. C'est comment toucher un jeune. Oui, surtout à travers un écran, c'est pas évident. Là, non, c'est ça. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, 2 choses. En éducation et en prévention, tu ne peux pas culpabiliser. Tu peux pas stigmatiser. Ça sert à rien d'arriver comme un policier puis de dire « ferme ta gueule puis écoute ». Donc là, j'étais comme, OK, ça c'est sûr que ça sera pas ça. Puis ça a été confirmé après. Après, je pense qu'on peut parler à tout le monde, mais avec des émotions.
ça sert à rien de sortir juste des chiffres. Les chiffres, c'est désincarné. Donc, comment faire pour amener de l'émotif? Ben, je leur ai parlé un peu de mon histoire et je leur ai parlé d'une histoire de Raythea Parson qui figurait dans mon film Je vous salue, salope. J'ai montré des extraits. Raythea Parson a vécu un viol collectif dans un party et elle a vécu du cyberharcèlement après. Il a fallu qu'elle déménage à plusieurs reprises. Puis, en fait, elle s'est pendue après plusieurs mois de cyberharcèlement. Puis, tu sais, c'est une histoire qui est bouleversante. Et le père de Raythea Parson, Glenn Canning, parle dans le film, puis parle de cette misogynie-là, finalement. Que derrière le crime, il y avait aussi de la misogynie. Puis donc, je leur montrais ce témoignage-là, puis c'est là que je sentais que c'est drôle, même à travers un écran, qu'il y avait le souffle coupé. Puis que là, ils m'écoutaient pour vrai. Puis aussi, quand j'ai commencé à leur parler, je leur ai dit, tu sais, moi, je pense que vous êtes des personnes excellentes. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes excellents. Vous êtes des sportifs excellents, vous avez des notes excellentes, vous voulez exceller. Ils ont travaillé pour se rendre là. Mais si vous voulez exceller, c'est aussi de respecter les autres autour de vous. Puis vous avez c'est ça que je disais, vous avez un statut social, vous avez une reconnaissance. Utilisez-le à bon escient. Vous pouvez l'utiliser à bon escient. Vous pouvez être des leaders, vous pouvez changer la société dans laquelle vous vivez. Puis ça, c'est aussi d'être témoin actif. Si tu assistes à un moment, parce que c'est ça qui arrive avec des viols collectifs, où tu n'es pas confortable, ben dis-toi que la vie de quelqu'un peut être détruite à jamais, puis toi, tu peux avoir un casier criminel. Fait que qu'est-ce que tu as envie? Mais non, mais ça, il faut le rappeler, parce qu'à 17 ans, est-ce que tu as conscience de ça? Pas nécessairement. Il doit avoir une omerta aussi, puis ça doit être ça qui est difficile à aller percer, tu sais, comme, je sais pas si les jeunes s'ouvraient à toi des fois, mais j'imagine qu'ils ont toute peur d'avoir l'air de quelque chose, de pas avoir l'air tough. Oui, c'est sûr, mais comme... Moi, ce genre de... Des fois, on est avec des gangs de gars, là, puis les gars vont me dire des choses. Mais les plus jeunes, genre, personne n'ose dire quoi que ce soit devant moi, ça, c'est sûr et certain. Là. Il y a personne qui ose avoir des comportements déplacés devant moi, à moins que je sois ailleurs qu'au Québec. Mais ça m'est arrivé récemment d'être entourée d'hommes plus âgés, mettons 60 ans, qui avaient des propos qui étaient complètement dégueulasses, dégradants pour les filles, puis même là, j'ai comme figé. C'est comme, pourquoi je fige? J'ai 35 ans, puis je fige, puis je suis pas capable de dire que je me sens pas à l'aise, puis que je suis dégoûtée par ce que j'entends. Donc, tu sais, c'est quand même facile à dire « réagis » quand tu entends des propos qui sont vraiment déplacés, mais c'est pas toujours facile. Tu sais, un viol collectif, là, des fois, ça se passe, là, t'es une gang, t'es chaud, t'as pris de la drogue, puis là, tu sais, ça arrive. Puis tu réalises pas nécessairement que c'est en train d'arriver, puis finalement, tu commets le geste. Tu comprends? Il y a de ça, là, dans les viols collectifs. Des fois, il y a l'effet de meurtre. Fait que je pense que plus tu sensibilises à ça, comme conscientisons-le, tu sais, conscientisons-le, ça peut arriver. Donc, il faut vraiment réagir quand ça arrive. C'est intéressant quand tu parles d'effet de meurtre, parce que c'est vraiment ça dans l'histoire du documentaire Code of Misconduct, c'est qu'il y a beaucoup de gars, il y a pas tout le monde ne participe pas, mais il y a beaucoup de témoins silencieux que je pense qu'aujourd'hui, ils doivent réaliser que si j'aurais dû... C'était le moment là, de dire, hey, de conscientiser une gang de gars chauds pendant que ça se passe. À cet âge-là, ça doit être quand même tout... Non, mais je me mets à la place de la personne qui vit la situation, tu sais, puis la victime, c'est complètement troublant. Tu sais, même si elle a voulu, à un certain moment donné, participer à cette affaire-là, une partouze, whatever... Je veux dire, c'est pas une bonne idée, sincèrement. Je vois pas... tu sais, je comprends que tout le monde a ses fantasmes sexuels, là, mais tu sais, ça peut être mettre en danger quelqu'un. Je trouve ça compliqué de demander. Tu sais, c'est compliqué de demander le consentement à quelqu'un. Donc, des fois, il faut pas prendre le risque. Et t'es pas à force égale. T'es une jeune femme toute seule. T'as comme juste... Tu sais, c'est des pans de mur, les joueurs de hockey, en plus. Mais, tu sais, si on s'intéresse vraiment à la question du viol collectif, tu sais, fondamentalement, le rapport de pouvoir, il est toujours là. Donc, est-ce que... Je sais pas, je me pose la question, en fait, je pense à haute voix. Tu sais, est-ce que le consentement peut vraiment exister? Il est difficile à percevoir, tu comprends? Ouais. On n'est pas sorti d'auberge avec ça de toute façon. Tu sais, Jeannette Bertrand a fait des séries là-dessus. Je sais pas si tu te rappelles un épisode sur le viol collectif avec Christian Bégin. Elle le montrait full screen, hein, le viol. Okay. Ben oui. Dans L'amour est avec un grand? OK, on dirait que je me rappelle juste de celui de... C'était à l'Halloween, puis il était déguisé, puis je te dirais qu'on le voyait le viol. Ah oui, hein? OK. Alors, elle a fait des marquants quand même. Quand même. Celui avec Mario Saint-Amand, je pense, qui était... Oui. Il y en avait une...
On va revenir tantôt à Jeannette. J'arrête de parler de viol collectif. Je te souhaite, je te cite au devoir en 2023. Le fait que ça soit un milieu traditionnellement masculin où il y a beaucoup d'argent, beaucoup de pression sur les joueurs, c'est un cocktail explosif. Il y a une masculinité toxique qui a vraiment été valorisée pendant plusieurs années. Puis dans le documentaire, on parle du kill count, c'est l'espèce de body count, d'être content d'avoir couché avec le plus de monde. Puis celui qui gagnait, celui qui a le kill count de la gang. Est-ce que tu sens aujourd'hui, ça c'est en 2023, le vent tourner un peu par rapport à ça? Y a-t-il un éveil qui se fait? Je pense que les organisations, si on veut être positif, ont vraiment pris acte de la situation. En tout cas, au Québec. Je parle du CH, par exemple. Le Canadien de Montréal, c'est évident qu'avec Chantal Maccabé, les choses ont changé. Le fait d'avoir une diversité de personnes dans les équipes, dans la direction, ça aide beaucoup. Mais je dirais pas que c'est comme ça partout. Je veux dire, on va se rappeler, par exemple, de Kyle Beach, qui a été agressé par son coach, assistant coach, je pense. Kyle Beach, qui était joueur des Blackhawks de Chicago. Donc, pour se remettre en contexte, il a dénoncé ces agressions sexuelles qui ont eu lieu, je pense, durant la finale de la Coupe Stanley. Puis, ce qu'a raconté Kyle Beach, probablement, c'est extrêmement courageux, mais c'est de voir comment le système protégeait Kyle Beach. Pas Kyle Beach, mais l'organisation des Blackhawks. Il a dénoncé, il a été mis sous silence, il a été puni. Et je pense à Joël Kenville, qui est un Québécois, qui était dans l'organisation, entre autres choses. Il y en a plusieurs autres. Ça, c'est un système qui est mis en place pour faire taire les victimes. Comme Hockey Canada, avec les fonds qui étaient payés finalement par les parents, ben, on indemnisait finalement des victimes, on mettait sous silence. Oui, ça s'est amélioré, mais je pense qu'on est dans une ère où on est encore dans un backlash, en fait. Le backlash est récurrent à l'égard des droits des femmes, puis à l'égard des mouvements de dénonciation. Puis la résultante du verdict d'Hockey Canada, qui est finalement un verdict de non-culpabilité, et la magistrate était assez dure envers la victime, là, publiquement. Elle aurait pu se garder une petite gêne pour le message qu'elle envoyait au pays. Bien, en fait, le résultat, c'est que on a reculé beaucoup. Je parle pas du verdict spécifiquement parce que c'est un verdict, c'est un verdict. Je parle de l'effet de la décision dans l'espace public. C'est comme si ce que j'ai lu beaucoup, c'est « Ah, ben de toute façon, elle mentait, c'est une menteuse, toutes des menteuses. Ah, ben oui, les victimes qui dénoncent, elles veulent l'argent, elles veulent du pouvoir, etc. » Donc, il y a une plus grande ouverture dans le sport, mais la société en général doit encore... Il y a encore du chemin, chemin à faire. Puis on le voit juste dans des micro-détails, mais j'ai fait un article la semaine passée sur les batailles au hockey. Je remettais en question, en fait, la pertinence des batailles. Écoute, moi, j'arrive en touriste, là. J'écoute pas le hockey dans la saison, j'écoute en série. Ah non, OK. Et je me suis fait ramasser. Fait que j'ose même pas imaginer ça ressemble à quoi, vos boîtes. Comment vous faites ramasser pour n'importe quoi. Moi, je me suis fait ramasser comme un traître. Il y a quelqu'un qui m'a traité de traître à ma propre race parce que le hockey, je remets en question les batailles alors que ça fait partie du sport et tout ça. Mais il y a quelque chose de... Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi, le hockey, c'est un défouloir aussi. Là. Les fans du Canadien de Montréal, c'est comme... Le soir, je suis un peu fru, je prends une bière, puis je chiale. Je chiale, puis l'affaire des batailles, je veux dire, je trouve ça juste complètement incohérent. Cette semaine, la semaine dernière, j'écoutais évidemment un match des séries, puis le premier match des séries du CH avec mon fils. Puis je veux dire, les batailles que j'ai vues étaient horribles. Je veux dire, je comprends pas qu'on en soit là. Je veux dire, est-ce qu'on tolère vraiment ça, considérant les effets sur les joueurs? Tu sais, Dave Morissette a parlé de la trentaine de commotions cérébrales qu'il y a eu. Puis, tu sais, il reste positif, puis il est comme moi, je suis un goût dans le hockey, mais quand même, ça a un impact, là. Tu vois, si j'isolais cet extrait-là de notre entrevue, tu te ferais ramasser jusqu'à la semaine prochaine. Mais c'est pour ça qu'il faut pas que tu le mettes en extrait. Fait que je vais pas le mettre en extrait. Mais on s'entend. Mais écoute, je parlais avec Jean-Charles Lajoie, puis il me dit la même chose. Les gens sont... Touchez pas à mon hockey. Puis, tu sais, même les joueurs des Canadiens, tout le monde en parle, qui n'osent pas dire que le heated rivalry, ça aurait de l'allure, puis l'homosexualité, ça existe. Ça, il y a quand même un profond tabou en 2026. Il doit y avoir une personne homosexuelle par équipe au moins dans la ligue, au moins. Mais là, présentement, c'est comme si ça n'existe pas là, en 2026. Oui. Mais tu parlais de masculinité toxique, puis le terme, je pense que ça aide pas pour l'ensemble de la société. Là, les gens réagissent très mal à ce terme-là. Puis moi, à un moment donné, stratégiquement, j'ai changé de terme. Parce que, en fait, c'est une notion qui a été pensée par un sociologue de prison qui s'appelle Terry Coppers.
Puis lui, il a observé la masculinité toxique en prison. Ouais. Donc, on parle de prédation, on parle de punition, on parle de système de reconnaissance entre hommes dans un milieu violent. Ouais. Donc, à un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être pas le bon terme. On va essayer d'adoucir les mots pour parler à un plus large public. Puis, je change de ton, je change de mots, je me mets un sourire d'en face, puis c'est fou comment ça passe mieux. Ouais. Je te jure, Hugo, c'est comme si une journée, je suis comme un petit air mou, là. Asti qu'elle est bitch. Non, c'est ça. C'est comme là, ben voyons, non, les guerre mondiale, n'aime pas les... Une journée, je suis bubbly, bonne humeur, puis là, je me force, là, c'est comme, elle est fine, hein? Ouais. Je suis la même personne, mais une affaire de faciès, c'est fou la communication. Non, puis là, j'entends la post-doctorante en toi parce que Sonny Carpentier aussi, qui étudie là-dedans, a arrêté d'utiliser masculinité toxique parce qu'il dit qu'il y a plusieurs masculinités. Il y a pas juste, parce que là, sinon, la seule qualificatif qui va avec masculinité depuis un bout, c'est toxique. Fait que là, je pense que. Ouais, ben non, mais exactement. Donc, on essaie. En passant, je suis prof. Ouais, t'es Je prof. suis plus post-doctorante. T'as réussi, là, finalement? Oui. OK, fait que là, t'as fini l'école. Oui. Bon, il était temps. Il était temps. Sacrément. Là, à un moment donné. À un moment donné. Ouais. Mais j'aimerais ça y retourner. Mais non, c'est je assez. peux pas. Non, c'est assez. Je vais enseigner. Un peu, là. J'enseigne. J'aime bien enseigner. Oui. Il me semble que tu fais pas grand-chose, là, depuis un bout de temps. Non, moi, je trouve que je fais pas grand-chose. Trouver un métier, enfin. Enfin. Justement, parlant de job, tu es directrice d'une nouvelle campagne intitulée On s'écoute. Il y a de l'enchaînement dans mon entrevue. Ça va super. T'es impressionné? Hey, c'est bon. C'est-tu meilleur que, mettons, je sais pas moi, l'entrevue avec Rémi Villemur, tu sais, mettons? Si tu avais le choix... Si j'avais le choix à choisir entre toi et Rémi Villemur... Ouais. Il va l'écouter, hein? Tu penses qu'il va l'écouter? Il écoute toutes tes émissions? Ben, il écoute tout. C'est un gars brillant. Ben oui, c'est un gars brillant. Ben, je pense que c'est très différent. Je pense que je peux pas choisir entre vous deux. C'est difficile. Bon. Okay. C'est difficile parce que vous n'avez pas la même approche. Okay, ben, lui, c'est un journaliste sérieux, c'est ça? Puis moi, je quoi, T'es une sous-merde? Ben oui. En tout cas, c'est bon. Non, à date, je trouve que ça va bien. Parfait. Tu es directrice d'une nouvelle campagne intitulée On s'écoute, qui s'attaque au discours masculiniste. En quoi ça consiste concrètement, cette campagne? On s'écoute, là, ça, c'est une campagne qui existe depuis 2023. Ouais. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui nous a demandé de faire une campagne de prévention sur les violences à caractère sexuel. Donc, dans le milieu d'enseignement supérieur, alors avec les 151 partenaires, universités, collèges, écoles privées, machin. Ouais. Puis à chaque année, on a une thématique. Puis on lance un message comme vidéo, là, comme une campagne gouvernementale avec des formations, etc. Et en fait, cette année, c'était... les écoles nous ont dit parler de masculinisme parce que nous, ça déborde dans nos salles de classe, ça a un impact, on entend des propos qui n'ont pas de bon sens. Et donc, on avait aussi la statistique qui vient d'une chaire, la chaire des violences sexistes et sexuelles de l'UQAM, qui nous disait que 75 des jeunes remettent en doute de 15 la à 25 crédibilité des victimes d'agressions sexuelles. Et moi, j'ai vu le lien avec le masculinisme parce qu'on étudie à mon centre de recherche les discours masculinistes en ligne, puis tu sais, il y a une grande banalisation des violences sexuelles. Alors, on s'est dit, on va agir là-dessus. Oui, puis c'est vrai que le timing est bon. On sent quand même une montée du masculinisme. Ça va de pair avec l'étude menée par Francis Dupuy-Derry sur la hausse des comportements transphobes, misogynes, homophobes au secondaire. C'est inquiétant, tout ça, ce contexte-là, alors que j'ai l'impression qu'on en fait plus qu'avant pour sensibiliser. Mais c'est très inquiétant parce que c'est pas juste ici qu'on prend ça au sérieux. En France, le Haut Comité sur l'égalité a lancé son grand rapport, le baromètre de l'égalité, puis il disait que la grande menace de l'égalité, c'était le masculinisme. Puis honnêtement, dans l'espace public, on utilise le terme depuis 2 ans seulement, presque. Avant, on parlait d'antiféminisme ou on parlait pas de ce sujet-là. Et l'impact est effroyable. Pour moi, je vais dire le mot effroyable, je ne veux pas être alarmiste, mais j'ai lu une étude qui a été faite par... je me rappelle plus du nom de la chercheuse, donc je ne dirai pas, mais c'est une étude très sérieuse qui a été faite en Grande-Bretagne et qui étudiait comme les TikTok des jeunes. Et en fait, on a fait le test de voir qui était finalement stimulé, bombardé par des contenus masculinistes en ligne sur TikTok. Puis on voyait que c'était des profils de jeunes vulnérables ou des jeunes qui font, par exemple, de la culture physique, etc. Mais beaucoup des jeunes avec des enjeux de santé mentale. Et c'est normal. Je veux dire, quand tu es adolescent, tu passes à travers un processus de vie, puis tu es amené à te poser des questions. Ça fait partie de l'adolescence, etc. Ouais. Mais il disait qu'après 5 jours, ton compte TikTok, si tu as pesé sur un truc, si tu as cliqué sur un contenu légèrement santé mentale, mascu par erreur, tu es bombardé et le rabbit hole
est là, tu sais. Et donc, ça a un impact de toujours être finalement enferroppé par ça. Je parlais à un gars qui m'a écrit, qui m'a dit « Hey, moi, j'ai eu une rupture récemment très difficile. J'ai 28 ans et j'ai rien fait. J'ai cliqué sur rien. Et mon Instagram est devenu masculiniste. » Et ça, c'est fascinant parce que est-ce que ça veut dire que son cellulaire l'écoute? Probablement. Tu sais, probablement, ou il a pesé sur quelque chose. Tout le temps, je parle de quelque chose avec toi, puis je vais le trouver, c'était peurant. Ben écoute, moi, hier, en tout cas, tu sais, des achats, des affaires comme ça. Donc, il y a ça. Puis, si j'avais 17 ans, là, je pourrais, comme, croire ce qu'on me dit. C'est des influenceurs, des coachs qui disent, ben écoute, les filles, de toute façon, veulent prendre leur revanche. Les filles qui ont des grosses carrières, anyway, ben, tu sais, ça va te blesser, ça s'occupera pas de toi. Le body count, tu peux pas sortir avec une fille qui a eu plus que 5 gars dans sa vie. Le slut shaming, le ci, le ça, c'est toutes des folles, des hystériques. À un moment donné, c'est... c'est au-delà de la santé mentale. Mon fils, il reçoit plein de publications de Bro Gym, puis de, tu sais, à la Andrew Tate un peu. Il a l'âge cible pour ça. Il est capable de faire preuve de discernement, j'espère. Ben, je veux t'entendre là-dessus. Tu as un adolescent. Moi, j'ai un fils de 7 ans, un garçon. Puis mon fils regarde beaucoup de vidéos de foot, de soccer. Là. Donc, tu sais, il est à 2 clics du masculinisme, on s'entend, là, mais je vérifie. Pourquoi tu penses que les gars vont adhérer ou non à ça, mettons? Ben, moi, les bras me tombent, là. Mon gars, mettons, c'est aller au gym. Toute son école va au gym. Moi, dans mon temps, je suis de la génération où personne allait au gym, là. C'était pas les douchebags tant que ça. Je viens de Saint-Eustache, mais je me tenais avec les poteux. Fait que moi, j'allais pas... mais il y avait pas tant que ça, là. Il y avait personne inscrit dans un gym, quand même. Ils jouent au foot, le monde, ils jouent au hockey. Puis aujourd'hui, tous les ados vont au gym, beaucoup au gym, créatine, tout ça. Fait que je pense que c'est une espèce de... Ben, déjà, il y a comme les critères de beauté. Culte de la beauté qui ont une pression que nous, on a... Oui, mais avant, c'était 100% les femmes qui avaient, on dirait, cette pression-là. Je connais pas beaucoup de gars de mon âge qui avaient une pression d'être cut, de se shaver. Qui nous viennent beaucoup des États-Unis, là, on s'entend? Ben, visiblement. En tout cas, mais dans les idées, on dirait que, je sais pas, aussi dans toute la culture YouTube, YouTuber, dans les propos qu'ils ont des fois. Moi, je fais des interventions des fois, mon gars, tu sais, quand il game avec ses chums, fils de pute, yo, tu sais, ta mère. Mais c'est vraiment ça. Oui, les Français, là. Très français, mais tu sais, c'est comme des fois, sais-tu qu'est-ce que tu dis un peu? Tu sais, c'est tout d'homo, de PD, tu sais, je veux dire. Tu vois, ben c'est ça. On est en 2026, puis moi, je peux pas croire, tu sais. Nous autres, le monde faisait ça à Saint-Eustache en 96, là, mais là, en 2026, à Rosemont, dans sa chambre, je suis comme, tu catches ce que tu dis? Il dit, ouais, mais c'est juste, tu sais, il banalise beaucoup, mais moi, je trouve que c'est chargé comme... Mais c'est chargé, mais tu sais, c'est intéressant parce que si tu regardes la trajectoire d'un masculiniste qui s'appelle le Raptor en France, là, il y a quelques années, le Raptor, lui, avait un compte anonyme, puis il insultait les femmes. Tu sais, il a notamment contribué à la vague de haine contre Marion Séclin, qui était aussi dans Je vous salue salope, qui a reçu plus de 40 000 menaces de mort, messages haineux, sexistes, etc. Et lui, il était derrière ça. Mais à un moment donné, le Raptor s'est adouci, mais a voulu justement, lui aussi, être comme ces influenceurs-là, donc coach un peu. Donc, coach sportif, il vend même des produits stéroïdes. Donc, coach de musculature et coach de comment faire de l'argent. Et il s'est humanisé, mais il appartient maintenant aussi plus à l'extrême droite française. Là. Donc, il y a les valeurs de l'extrême droite, c'est-à-dire, en tout cas, je ne vais pas commencer à définir toutes ses positions politiques, vous irez voir. Mais il parle à beaucoup plus de gens et il les manipule, je dirais. Donc, tu sais, son propos... il passe à travers le lot de comme... Je vais t'expliquer comment être bien dans ta peau. Et finalement, tu te dis, ben, OK, t'es un adolescent, tu veux réussir, puis le monde va pas super bien, donc comment est-ce qu'on peut réussir? Tu veux pogner, tu veux séduire, tu veux être bien. On vit dans une société où c'est compliqué vivre, là, avoir une maison. Ouais. Tu sais, le contexte géopolitique est compliqué. Donc, on va vers la simplification du message. Ouais. Mais il y a quelque chose aussi avec le MMA, là, dans le masculinisme. Tu sais, Dana White, qui est le fondateur du MMA, a quand même été placé par Mark Zuckerberg sur son CA. Puis Dana White a démocratisé le MMA. C'est rendu beaucoup plus répandu que ce l'était avant. Et maintenant, c'est politique. Ce MMA-là n'est pas, je veux dire... On peut faire du MMA puis s'amuser, etc. Je connais des gens qui font ça, puis tant mieux pour eux. Mais au final, ça a quand même été instrumentalisé par certains, comme en tout cas certains adeptes, qui vont
être plus vers une... tu sais, c'est une droite, je dirais, identitaire, masculiniste, Ben, etc. Zuckerberg, il en a fait ou il s'entraînait Ah, à un moment lui, il donné, fait beaucoup pour de faire jiu-jitsu, là. OK. Il en fait tous les jours, puis je sais pas si t'as écouté, faut que t'écoutes ça, là, le balado avec lui et Joe Rogan. Ouais. Il passe un bon 5 minutes à parler de son cou. Joe Rogan, il dit « Hey, t'es rendu avec un gros cou, hein? Ouais. T'es musclé, tu peux pas te faire tuer, toi. Ça va bien, ta vie. » T'es comme « OK. » Ça, il est vraiment dans cette culture-là, mais ça vient avec le libertarianisme, ça vient avec même un peu de complotisme, là. Mark Zuckerberg est comme, ben non, mais on va laisser, on va laisser les théories contre le vaccin circuler. Sans être 5 minutes sur le coup de Zuckerberg, t'as-tu comme 10 secondes juste sur mes pipes? Non, même pas. Ça vaut pas ça. Ça vaut pas ça. Vous avez... bon, ça, c'est des modèles... Toi, t'as-tu un gros coup? Franchement... C'est quoi cette affaire-là de gros coup, là? J'ai rien de gros, moi. J'ai rien de gros sauf ça une sert à bédaine. quoi, le coup? Tu sais, pourquoi le gros coup? Je comprends pas. Ben, c'est parce que ça veut dire que t'es tough. Tu t'entraînes. Aïe, aïe. Jean, t'es un gars de gym. Ouais, ça, t'as un gros coup. T'es quand même... t'es C'est en vrai, forme. ça? T'es un gars de gym? Ben OK. non, mais il s'entraîne. C'est un gars en forme, là. Il est humble, là. Mais... tu sais, sur ton calendrier de journaliste d'Urbania, tu veux l'avoir plus que moi dessus. En chest, tu veux dire? Résumons-le ici. OK. Bon, là, on parlait d'un modèle masculin peut-être négatif. Mettons, parlons modèle positif comme Lambert Drainville, Oui. qui a participé à votre campagne, justement. Et il s'est fait ramasser. Oui, il s'est fait ramasser. C'est pas évident pour les gars de s'exprimer là-dessus. Puis là, on fait pas pitié, là, tout le monde. Là. Mais je sais qu'on réclame plus d'alliés, mais... Qu'est-ce que tu penses de cette posture-là que je trouve difficile pour cette... Mettons, tu veux aider. Là. On a besoin de gars. Sont où les gars? Les gars, vous fermez vos gueules tout le temps. Moi, là, quand tu y vas, j'écoute la tu te fais critique. ramasser. Ben, c'est-à-dire que la campagne On s'écoute, c'est pas fait... C'est fait pour tout le monde. C'est des fonds publics, OK? C'est des fonds publics. Donc, on parle à l'ensemble de la société québécoise. On parle pas juste à une clique du plateau, OK? Ouais. Donc, moi, j'ai le devoir, en tant que directrice, de mobiliser les gens et de parler à tout le monde. Est-ce que tu penses vraiment que moi, je vais parler à tout le monde au Québec? Non. Non. Est-ce qu'on peut avoir une diversité de profils associés à la campagne? Oui, c'est important. Sinon, on va se parler entre nous. Puis, je veux dire... Je me ferais mettre à la porte, je pense, si c'était le cas. Alors, il faut qu'on parle aux gens. Puis la campagne On s'écoute a touché 2 millions de personnes en vidéo puis 15 millions d'audiences médiatiques. Oui. Et donc, juste pour revenir sur Lambert, je veux juste revenir là-dessus spécifiquement parce que ça vient me chercher. Oui. On associe Lambert Drainville par association à son père. Donc, on identifie, on dit Lambert Drainville pense comme son père. Oui. Moi, je suis vraiment désolée, là, mais je trouve que c'est discriminatoire d'avoir une prise de position comme telle. Je suis convaincue, premièrement, que les gens peuvent changer d'idée. Je connais des gens qui prennent la parole publiquement pour défendre des causes sociales qui ont été associées à des partis politiques qu'on peut critiquer aujourd'hui. Tu sais, il y en a, là. Est-ce qu'il faut leur dire de se taire à ces gens? Non. Ils ont le droit de changer d'idée. Et aussi associer vraiment l'enfant aux parents. Ben non, ça fonctionne pas comme ça, la vie. Je veux dire, c'est pas ça. Puis j'ose espérer qu'on est dans une société démocratique où on croit justement aux trajectoires différentes. Et voilà. Je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que cette campagne-là a bien marché, puis elle a fait le tour, mais à un moment donné, pour certaines personnes, ça passait pas par association. Et moi aussi, j'étais fâché, parce que j'étais comme, Lambert, c'est pas son père, là. Il a le droit d'avoir sa propre identité. Oui, après, est-ce qu'on veut que, tu sais, par exemple, que des gars fassent juste s'approprier des causes féministes, etc.? Non, c'est pas ça le point. Mais On s'écoute, c'est pas ça. On s'écoute, c'est parler à des gars et des filles de prévention des violences à caractère sexuel. J'ai plus de filles qui parlent de ce sujet-là dans notre campagne. On a des influenceurs qui viennent. Écoute, même, je te dirais, on a Alice Morel-Michaud. J'ai même demandé à Claude Bégin de participer à la campagne parce que Claude Bégin va parler à un public à qui on ne s'adresse pas normalement. T'sais. Je suis allée à Sexe Oral parce que je trouvais que c'était bien qu'on parle à un plus large public aussi. C'est comme il faut avancer à un moment donné. Tu ne me l'as pas demandé. Moi, j'ai écrit pourtant dans le collectif masculin pluriel en vente partout. Donc, je fais partie de la solution. OK. Un acteur de changement. Ben, je pense que... mais quand j'ai écouté Lambert, pour vrai, il collabore avec nous, Lambert. Quand j'écoutais ce message-là dans votre campagne, j'étais comme, c'est bon, c'est plein de bon sens. Bravo, Lambert. Puis quand j'ai vu se faire ramasser après, j'ai fait, on peut jamais plaire à tout le monde. Ben là, on va vivre avec ça. On va assumer. Puis, je vais dire de quoi? Je m'en fous. Oui, justement. On parle d'association.
Ça joue dur sur les réseaux sociaux, Léa, et même à l'intérieur du mouvement féministe. Récemment, des militantes ont publiquement reproché de suivre la page Instagram de Julien Lacroix dans la foulée de son retour avorté dans la grille de Juste pour Ben, en rire. fait, une militante. Hein. Une militante. On connaît l'histoire, mais tu as dû te défendre de tout ça. C'était Ouais. un peu le bout de la merde pour toi de faire une profession de foi féministe. C'était un peu ça, là. On t'a comme mis sur le hot seat. Oui. J'ai pas, Tu veux que je réagisse? Oui. Ben, écoute, moi, ça fait 20 ans que je me dis féministe, là, puis que ça fait partie de ma vie au quotidien. Le fait qu'une personne remette en doute à cause d'un like un engagement de 20 ans, ben, je trouve ça un petit peu puéril. Là. Et je trouve ça, en fait, méprisant, irrespectueux. Surtout le fait, en fait, qu'on parle de violence sexuelle dans ce cas-ci et que le chemin de croix que j'ai parcouru à travers le procès, qui a été l'une des plus grandes épreuves de ma vie, ce chemin de croix-là m'a marqué, a changé ma vie. Et c'est une cause qui me tient profondément à cœur. OK? Ça vient me chercher au fond des tripes. Et donc, je trouve ça très blessant comme prise de parole. Surtout incompréhensible, en fait. Et sincèrement, ben, c'est ça. À un moment donné, tu fais, ben, on avance. Mais par contre, comme ça fait quand même longtemps que je travaille sur ces enjeux-là, ça ne m'a pas particulièrement ébranlée. Parce que je ne fais pas ça pour les j'aime, je ne fais pas ça pour la reconnaissance ou whatever. Je fais ça parce que au quotidien, je vois que ça a un impact. Tu sais, mon féminisme n'est pas performatif. Je suis pas juste ces réseaux sociaux à partager des stories, puis je trouve ça très bien pour ceux qui le font, mais moi, de mon côté, je m'éloigne des réseaux sociaux le plus possible pour travailler sur le terrain. Concrètement. Là. Et d'autre part, ben c'est ça, tu sais, puis je me suis considérée militante pendant un certain temps, tu sais, plus jeune. Mais aujourd'hui, tu sais, ma posture est différente parce que, tu sais, je suis prof à l'université, j'ai mes enfants, je fais de la création. Donc, tu sais, si des gens me présentent comme un porte-étendard du féminisme, je trouve ça gentil, mais je pense qu'il y a d'autres gens qui occupent ça. Et donc, j'aimerais qu'on me laisse un peu tranquille, je veux dire, dans ma pureté ou dans mes comportements, etc. Je veux dire, j'ai pas envie d'être évaluée sous ce prisme-là. Je sais pas si tu me comprends. Oui, je te suis. Je te cite même. M'attaquer publiquement et m'accuser d'être complice d'agresseur est non seulement infondé, mais profondément violent. Ça t'a blessé quand même si je vois que tu as une vie, puis tu fonces vers l'avant, puis tu as d'autres projets concrets. C'est sûr que pour toi, c'est un bâton dans ta roue. C'est plus que ça. C'est diffamatoire. C'est des propos qui sont diffamatoires. De m'associer et de prétendre que je défends des agresseurs parce que je suis une page malencontreusement, honnêtement, là, comme c'est complètement délirant, là. Je veux dire, je n'appuie pas Julien Lacroix. Non, mais même si c'est pas par malencontreusement, oui, même si tu suis Julien Lacroix, ça se peut-tu que tu as le droit de suivre Julien Lacroix? Ben moi, je l'ai déjà dit, mais moi, je suis plein de groupes, même des gens d'extrême droite, des ci, des ça, je veux dire, parce que je veux justement, dans le cadre de mon travail, m'immerger à d'autres perspectives des choses. Puis voilà, tu sais, puis je veux vraiment briser ma chambre d'écho. Parce que les chambres d'écho, pour moi, c'est quelque chose de dangereux. C'est étouffant, en fait. Puis en fait, ça reflète pas la société dans laquelle je vis. Et plus je sors de la chambre d'écho, plus je comprends les défis qui persistent. Ouais. Puis je trouve ça important là, de comprendre l'autre, puis de comprendre la violence, puis de comprendre l'adversité. Mais ceci dit, tu sais, juste pour revenir sur le truc dont tu parlais, l'incident, je regardais ça, je trouvais ça complètement surréaliste, mais en même temps, tu sais, il y a tellement eu une vague d'amour et de solidarité, puis tu sais, j'ai trouvé ça quand même... j'ai trouvé ça quand même positif au final. Parce que moi, je mets ma limite. C'est qu'à un moment donné, moi, je mets ma limite, là. Ça, la limite est franchie et c'est terminé pour moi. Il n'y a pas de point de non. Tu sais, je ne reculerai pas, là. Et c'est ça. Mais d'autre part, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui étaient comme « Ah non, ça ne marche pas, ça. Ce raisonnement-là ne fonctionne pas. » Puis l'attaque aussi personnelle, pour moi, c'est un contretemps. Tu sais, il y a tellement de défis dans notre société dans laquelle on vit. Il y a tellement de trucs à faire. J'aime mieux focusser sur ce genre de trucs-là que
Je t'entends. Puis aussi, dernière chose, on envoie un très mauvais message aux plus jeunes générations. Ce qu'on dit finalement aux jeunes filles, c'est soyez parfaites. Sinon, attention, quelqu'un va vous shamer publiquement. On va vous call out publiquement et vous allez vivre quelque chose de plutôt désagréable en ligne. Puis il y a plusieurs jeunes femmes qui hésitent à parler dans l'espace public parce qu'elles ont peur des masculins, mais là, parce qu'elles vont avoir peur de la pureté idéologique. Jeunes et moins jeunes, je veux dire, il y a peut-être une majorité de femmes qui craignent de se prononcer, de peur de s'antagoniser, une frange peut-être plus bruyante, radicale sur les réseaux sociaux qui regardent le train passer. C'est ça. Mais moi, j'ai rien contre le radicalisme. Hein. Ça, c'est clair, net. Je trouve que c'est important. C'est important qu'il y ait du radicalisme. C'est important qu'il y ait des prises de parole plus musclées. C'est correct. Mais comme je l'ai dit, les propos diffamatoires, pour moi, ne sont pas acceptables. Tu l'as évoqué tantôt, puis je te le dis, je te le demande parce que je travaille sur Urbania où mon algorithme va quand même dans ce sens-là, on me permet de témoigner de ça. Est-ce que le féminisme est devenu trop performatif? La société, en général, nos rapports humains sont rendus performatifs. On date... On rencontre, puis c'est performatif. On s'inbox, on s'envoie de la reconnaissance par des likes, etc. T'sais, pour moi, c'est pas que le féminisme, c'est l'ensemble de la société qui est dans la représentation parce qu'on est ultra connectés. Toutes les sphères de nos vies passent par là. Donc, les mouvements sociaux aussi sont influencés par ça, en fait. C'est une partie première, en fait, du militantisme puis des mouvements sociaux. Les choses ont beaucoup changé. Tu sais, je discutais de ça avec des amis qui étaient à Québec solidaire il y a un certain temps, puis la mobilisation a beaucoup changé à cause des réseaux sociaux. Donc, je dirais que les mouvements féministes, parce que, tu sais, il existe toutes sortes de perspectives, elles sont effectivement dans le geste de performer qui est celui d'être public. Mais par contre, j'ai rien contre ça, mais il faut faire attention à croire que c'est que ça. Oui. Des fois, je trouve que ça fait qu'on prêche entre convertis. Donc, au lieu de s'ostiner entre nous autres sur c'est quoi la meilleure définition du féminisme, ben pendant ce temps-là, tu as du monde qui reste loin. Non, mais par contre, moi, ces débats-là, m'intéressent, mais ce qui m'intéresse surtout plus, c'est ce qui se passe sur le terrain. Puis c'est quoi le mouvement féministe au Québec? C'est les CALAX, c'est les CAVAX, c'est les services d'aide en violence conjugale, c'est les syndicats, beaucoup de comités de conditions féminines qui existent encore, c'est dans les universités, c'est les associations. Ce militantisme-là terrain, ici comme en France, je connais quand même un peu le mouvement féministe en France terrain pour avoir été un peu immergée à travers ça. Ça m'intéresse. Moi, d'aller rencontrer ces femmes-là, puis je le fais. Chaque année, je fais plusieurs rencontres à travers le Québec avec des mouvements féministes. Puis je te dirais que les femmes sur le terrain, là, la chose la plus importante, c'est est-ce qu'on va pouvoir avoir une maison d'hébergement pour femmes qui vivent de la violence? Est-ce qu'on va avoir Est-ce que ma fille ou mon fils va avoir une place en garderie pour que j'aille travailler? C'est la question des services sociaux, c'est la question du filet social qui est important, l'habitation, etc. Moi, les ostinades de virgule sur Instagram, ça me parle moins. Par contre, avoir des débats profonds sur les questions, sur les causes qui nous intéressent, ça, pour moi, ça me parle, puis c'est correct. Puis les réseaux sociaux sont un endroit intéressant pour ça, quand même. Malgré tout, malgré certaines, ce que je qualifierais de point-virgule moins pertinent, il y a de l'éveil, il y a des discussions. Tu sais, moi, je vois des jeunes femmes... OK, j'arrête de parler, hein. Non. Je me taise. Non. Non, mais c'est pas... Je veux pas mépriser cette affaire-là parce que c'est important. Oui. Il n'y aurait pas eu de MeToo sans cette affaire-là. Écoute, je sens ta passion. T'as juste 35 ans. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je te vois partout. T'aimes encore ça? Ça fait 1000 ans. Non, mais ça fait longtemps que tu es dans l'espace public. Puis on oublie des fois que tu as juste 35 ans. Ouais. Tu as fait un projet, le siècle de Jeannette, justement, notre centenaire national. Ben, pour te rendre là, il t'en reste 65 années pour te rendre à l'âge de Jeannette. Est-ce que ça va être...
ça te passionne assez, tout ça, pour continuer ces combats-là? Ou des fois, tu te dis, ah, si, j'ai le goût de. J'ai donné, là. J'ai fait pousser plein d'affaires. Puis on va te revoir bondir tout à fait par surprise, analyste sportive ou je sais pas quoi, ou quelque chose de complètement contre-emploi. J'ai eu une discussion avec un ami récemment là-dessus. C'est-à-dire, quand j'étais enfant, 12, 13, 14 ans, puis adolescente, c'est comme si le destin s'était imposé. J'ai pas choisi ma vie. C'est arrivé comme ça, puis c'était particulier comme moment. Moi, j'ai pas eu d'adolescence normale. Ben non. J'étais avec des adultes, puis les adultes me parlaient comme si j'étais une adulte. Puis je donnais des conférences à 15-16 ans avec des femmes de 60 ans, de 50 ans, de 40 ans, puis on me parlait comme leur égal. Donc, ça avait du bon, mais ça a eu du mauvais aussi. Donc, tu sais, et c'est ce que je disais à mon ami, je dis des fois, je trouve que j'ai comme un parcours d'enfant-acteur. Tu sais, qu'il y a trop de reconnaissance tôt, puis qu'il n'y a pas le temps de faire des gaffes ou de se trouver son identité, OK? De la trouver son identité intrinsèque à travers la vie et sans caméra. Moi, je l'ai vécu devant les caméras et à un moment donné, oui, ça a été confrontant. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Parce que moi, on m'impose une étiquette depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Juste parce que j'ai dit que j'étais féministe, puis que oui, j'ai fait plein de choses par rapport à ça. Mais c'est comme si ma construction identitaire, à un moment donné, ça m'a rattrapée. OK? Puis j'ai eu, à 30 ans, une espèce de moment d'épiphanie, de dire, qu'est-ce que je veux? Qui je suis? C'est qui je suis vraiment? C'est ça que je veux vraiment? Puis, tu vois, à travers ce processus-là, il y a des choses qui se sont imposées à moi et l'engagement est resté. Mais l'engagement est venu par l'expérience. Par l'expérience de vivre une agression sexuelle, de vivre le procès, l'expérience d'avoir des enfants, l'expérience aussi de toutes sortes d'expériences de vie. Mais je l'ai choisi, ça. Mais à un moment donné, j'étais perdue. Puis j'en pouvais plus. Puis il y a des moments là, où je suis comme, hey, sais-tu quoi? Genre, on me reproche un like, là. Je ferai autre chose de ma vie. J'ai autre chose à faire de ma vie que me faire reprocher comme une espèce de pureté. Donc, des fois, je suis gossée. Oui. Mais je continue parce que ça me vient du ventre. C'est super intéressant, ça. Mais, ouais. Mais je le dis pas nécessairement, mais pour vrai, j'ai comme à un moment donné une espèce de chavirement, puis j'étais comme, voyons, j'ai comme une crise d'identité. Non, mais c'est parce que c'est normal. Tu prends les choses aussi très à cœur. Dans le documentaire, tu as juste à porter plainte. Ben, on suit ton agression, ton parcours. Fait que tu vas au fond aussi de ces histoires-là. Et après ça, ben, tu t'attaques pas à des sujets légers. Là. Tu vivotes pas d'un sujet comme ça. Tu t'en vas sur la haine en ligne. Tout ça, donc, à un moment donné... C'est sûr que l'expression « faire œuvre utile égale vauder » au Québec, mais dans ton cas, c'est beaucoup ça. Donc, peut-être des fois, il y a un petit désir de partir à Coachella sur la MD pendant 3-4 jours. Ah, mais je te dirais que je le fais quand même. OK, tu es capable de lâcher ton... Ouais. Oui, mais j'ai eu mes enfants tôt aussi. Je les ai vus à 28, 29. Fait que, tu sais, des fois, je me sens comme une mère adolescente. Tu comprends? C'est comme si Mais ceci étant dit, tu sais, la question de la violence m'obsède. La question de la haine m'obsède. Et ça reste, là. Je veux dire, j'ai étudié en sciences politiques parce que les rapports de domination me fascinent, me dérangent. Tu sais, je me demande d'où ça vient, la violence, là. D'où ça vient. Puis ça, c'est clair que ça fait partie de mon engagement premier. Oui. Est-ce que la politique, c'est sur ton radar? Oui et non. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, je voulais vraiment faire la politique. Puis à un moment donné, j'ai rencontré des trous de cul en politique, puis ça m'a ôté le goût. Ceci dit, je suis quelqu'un qui aime les institutions. J'aime les procédés parlementaires. J'aime suivre la politique. Mais à l'heure actuelle, non. Mais des fois, je suis comme... À 50 ans. C'est dans longtemps, ça? Ben oui, dans 15 ans. Mais là, j'ai pas assez fait ce que je voulais faire. Mais... Moi, la question d'adversité en politique me dérange pas. Non. La question... Mais je vois pas de parti politique qui me correspond à 100%. J'ai besoin d'une vision, j'ai besoin d'une passion. On verra dans 10 ans. Dans 10-15 ans, on verra où ce qu'on est rendu. En attendant, on retient que Françoise David a un peu scrappé ta vie. Donc, non, mais c'est très, très positif. Puis je veux dire, c'est... Elle est au courant de tout ça, j'imagine. Ben, elle est au courant. Écoute, elle est au courant, mais c'est cette vie, C'est flatteur pour elle. Dernière petite question. Tu es encore jeune, mais tu n'es plus la relève. C'est quelle figure... Non, je suis la grand-mère.
Ben, c'est quelle plus jeune figure féministe que toi t'impressionne actuellement? Qui Ah, tu trouves- mon Dieu, il y en a tellement. En fait, je veux juste dire quelque chose. Toutes les étudiantes à qui j'enseigne, je les trouve incroyables. Tout le monde, je les trouve vraiment, vraiment incroyables. On n'est pas dans la merde, là. Ah non, ça me fait du bien entendre. J'aime leur curiosité, j'aime leur sensibilité. Je trouve ça formidable. Mais je vais nommer quelqu'un. Je vais nommer Lydia Bigelow qui travaille avec moi donc sur On s'écoute, que je connais depuis maintenant 2 ans, qui est plus jeune que moi et qui est une bonne relève. Tu sais, qui est vraiment... j'adore son esprit, en fait, très rationnel, mais à la fois très stratégique, puis qui répond à tout mascu en ligne. Tu sais, elle est vraiment très engagée. Ça, c'est une fille que vous ne connaissez pas nécessairement, mais qui est incroyable. Puis dans l'espace public, des plus jeunes, tu vois, mettons une fille de 20 ans là, qui s'exprime sur les enjeux féministes. En as-tu une qui vient en tête, là, qui s'impose? Non, pas spontanément. C'est drôle, hein? Non. Il faudrait, voyons. Les jeunes féministes. Faudrait. Ouais, c'est ça. Faudrait. Merci, Léa. Hugo Meunier ou Rémi Villemur? Non, c'est correct. Merci d'être passé. Mais là, est-ce que j'étais trop dure sur les réseaux sociaux? Est-ce que je suis trop critique? Non. Non, absolument pas. Écoute, OK. on n'est pas... Il n'y avait pas de polémique ici. Tu as répondu avec ton cœur et c'est tout ce qui compte, c'est tout ce qu'on veut. Et j'ai même pas dit qu'on avait changé de côté parce que tu avais un meilleur profil. J'ai voulu te préserver de ça. Oups. Hugo, moi, je vais te choisir. Je te choisis, toi. Parfait.